l'inauguration par le chef de l'État de l'axe Pont-Komoué à Niébilé-Cro, une question se pose. Quelles dispositions pour l'entretien de l'ouvrage dont la réalisation a coûté au moins 39 milliards de francs CFA? On en parle dans ce journal. On évoquera également cette récente cérémonie de remise de chèques initiée par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Plus de 100 personnes ont reçu entre 150 000 et 1 million de francs CFA. Et puis, Alexander Van der Bellen est le nouveau président autrichien. L'écologiste de 72 ans l'a emporté sur son rival Norbert Hofer avec plus de 53% des voix à la présidentielle. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Après l'inauguration hier par le chef de l'État de l'axe Pont-Komoué à Niébilé-Cro, une question se pose. Quelles dispositions pour l'entretien de cet ouvrage dont la réalisation a coûté au moins 39 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, appuyée par son partenaire, l'Union européenne? On évoque le sujet à présent avec Traoré Mahama et Abiba Dombele Saoui. L'axe Pont-Komoué à Bengourou à Niébilé-Cro. Il y a encore quelques mois, le parcourir était un supplice pour les usagers de la route de l'Est. Mais après 24 mois de travaux de rénovation, il est selon le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, l'une des plus belles voies du réseau routier ivoirien. Et comme toute beauté, elle se doit d'être entretenue. Comment y parvenir quand on sait que ce tronçon est fréquemment parcouru par les gros camions? Pour maintenir cette voie, nous nous attellerons à faire en sorte que la mise en œuvre du règlement 14 relatif au contrôle des charges à l'essieu s'applique intégralement dès la semaine prochaine. En attendant la construction des postes, on aura des postes mobiles et au demeurant, nous ferons en sorte qu'il y ait un entretien courant et périodique qui soit appliqué à cette route par un contrat pluriannuel à niveau des services. Éviter la surcharge des poids lourds afin d'allonger le pronostic vital de l'axe Pont-Komoué à Niébilé-Cro, estimé à 15 ans. Cette route est prévue pour durer 15 ans, grâce à des efforts techniques tout à fait nouveaux, impressionnants, qui ont été mobilisés pour en quelque sorte renforcer la structure qui existait auparavant. Tout simplement une route qui coûte cher, puisqu'elle coûte 65 millions d'euros en tout, qui dure 15 ans est quand même beaucoup moins cher qu'une route qui coûte en apparence 45 millions d'euros et qui ne dure que 5 ans. Une démarche à laquelle adhèrent pleinement les transporteurs. Nous sommes déjà engagés dans l'application de cette mesure-là qui vise donc à faire en sorte que les camions ne puissent pas faire de surcharge. Et cela à travers le règlement 14 de l'UEMOA qui instaure désormais la limitation des charges. Les transporteurs dans leur ensemble sont de ceux qui veulent que les camions chargent moins. Parce qu'un camion moins chargé est un matériel roulant préservé, la vie de l'équipage est préservée et la vie du réseau routier aussi préservée. Pour une meilleure application du règlement 14 de l'UEMOA, l'Union européenne s'engage à financer la construction d'une station de pesage à Bengourou, un soutien de plus que n'a pas manqué de saluer le président Alassane Ouattara. Un président qui voit grand pour toute la région est du pays. Nous avons donc lancé les travaux de renforcement de la route Bouna-Doropo, frontière du Burkina, qui devrait s'achever l'année prochaine. Alors, grâce à ces travaux, nous allons faire gagner plus de 100 km sur le trajet, partant donc de Ouagadougou vers l'est pour descendre jusqu'au port d'Abidjan. Et cela sera donc important pour le coût du transport et pour la qualité des échanges. Et cela donnera, j'en suis persuadé, un regain d'activité majeur à cette région de l'Est. Je prends l'engagement de faire effectivement le bitumage de la rue principale d'Agnancé. Je réitère mon engagement pour la réhabilitation du pont sur le fleuve Komoué. Et d'ailleurs, les travaux commencent bientôt. Et les questions de l'accélération des travaux d'électrification, cela ira très vite. En tout, c'est plus de 2 000 milliards de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire a investi dans la remise à niveau du réseau routier ces 5 dernières années, ce qui fait de la Côte d'Ivoire le premier pays de transit routier de la sous-région
avec plus de 80 000 km de voirie. La Côte d'Ivoire également premier producteur d'anarcade avec près de 700 000 tonnes. Le pays veut transformer sa production. Comment y arriver? Quelles sont les réalités du secteur de l'anarcade? Pour en parler, le docteur Koulibaly Adama, directeur général du Conseil du coton et de l'anarcade, était l'invité ce 4 décembre du Dimanche Magazine. Il s'est prêté aux questions de Alvorassa. Je vous propose un extrait du plateau. Relativement à la transformation, vous connaissez l'engagement du gouvernement. Vous connaissez les instructions du président de la République sur les questions de la transformation. Pour ce qui est de l'anacar, c'est 100% à l'horizon 2020. Alors, le gouvernement nous a instruits en tant que son bras séculier de chercher les solutions qui vont permettre donc d'aller vers cette transformation totale de notre production. C'est ce que nous faisons à travers un certain nombre d'initiatives, dont le Salon international des équipements de transformation de l'anacar. La deuxième édition du salon a été extrêmement positive pour la Côte d'Ivoire, en ce sens que des équipementiers sont venus de divers pays tels que la Chine, le Sri Lanka, le Vietnam, la France, l'Italie, avec du matériel. Nous avons eu 29 équipementiers en tout, dont 18 sont venus avec du matériel effectivement. Les équipements qui sont venus ont répondu à l'attente des transformateurs ivoiriens puisqu'ils ont tout acheté. L'anacarde, je peux vous dire qu'on fait beaucoup de choses avec l'anacarde. Parce qu'il y a déjà l'arbre qui lutte contre l'érosion, mais il y a surtout les fruits de l'anacarde. Et dans le fruit, il y a deux éléments. Il y a la pomme et il y a la noix. Avec la pomme, on peut faire 1001 choses. Jusqu'à la fabrication, j'allais dire, des emballages bioplastiques. Oui, en partant par le jus, les confitures, les compotes, etc. Le ministère des Ressources animales et halieutiques poursuit ses efforts pour développer l'élevage et la pêche en Côte d'Ivoire. Une des actions priorisées, c'est le contrôle strict des différents projets mis en œuvre afin d'atteindre les résultats escomptés. En collaboration donc avec la JICA, l'agence de coopération japonaise, le ministère vient de mettre à la disposition de ces structures un guide de suivi et évaluation de ces projets. On en parle avec Eric Goré. La construction d'un débarcadère à Sassandra à hauteur de 13 milliards de francs CFA, la relance de la pisciculture continentale pour un montant de plus de 2 milliards de francs CFA, ce sont quelques-uns des projets mis en œuvre en ce moment au ministère des Ressources animales et halieutiques avec l'aide du Japon. En plus de l'appui financier du Japon, l'agence de coopération japonaise JICA apporte une expertise technique dans la réalisation de ces projets pour assurer leur réussite. Un outil de suivi et évaluation a été donc élaboré de commun accord. Lorsqu'il s'agit de projets, il faut avoir de bonnes maîtrises, de bonne gestion de mise en œuvre, c'est nécessaire. L'inspecteur général du ministère des Ressources animales et halieutiques a présenté aux structures sous tutelle l'intérêt de se conformer aux normes établies dans le manuel. Et Dr Sirima Diawara d'insister que le succès d'un projet ne dépend pas seulement du financement et de la main-d'œuvre. Un autre élément important, le contrôle strict de sa mise en œuvre. L'instrument de suivi et évaluation désormais disponible, les coordonnateurs des projets sont les premiers invités à son application en vue de combler les insuffisances. Du 28 au 30 novembre dernier, cette nuit à Nairobi, au Kenya, la deuxième réunion de haut niveau sur le partenariat mondial pour une coopération efficace. La Côte d'Ivoire était présente à cette rencontre internationale. La délégation ivoirienne était conduite par la ministre Euphrasie Yao Kwasi. Au cours des différents panels, la ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de genre. C'est ce que nous dit Kwasi Mamadou et Konaté Moussa. À cette deuxième réunion de haut niveau sur le partenariat mondial pour une coopération efficace à Nairobi au Kenya, Euphrasie Kwasi Yao a conduit la délégation ivoirienne. Au cours des différents panels, la ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de genre. Nous avons mis en place 14 cellules genre dans 14 ministères. Et au niveau opérationnel, nous pensons qu'il était important d'investir dans les femmes et les filles.
Donc nous avons mis en place un programme qu'on appelle Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. C'est un programme de valorisation des compétences pour rendre les femmes visibles, pour qu'elles puissent être nommées, pour aider les femmes en milieu rural à sortir de leur situation, à développer leur leadership. Des actions pour une participation équitable de tous les Ivoiriens et Ivoiriennes au processus de développement du pays, portées à la connaissance des participants. Aussi, les avantages de l'élaboration du Programme national de développement, PND. La deuxième rencontre de haut niveau sur le partenariat mondial pour une coopération efficace a vu la participation des ministres, ambassadeurs, responsables d'organisations internationales et de la société civile. Et on évoque à présent cette cérémonie initiée par le ministère de la solidarité, le ministère de l'indemnisation des victimes également. Près de 100 personnes ont reçu des chèques de 150 000 à 1 million de francs CFA. L'émotion était au rendez-vous ce vendredi au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Pour cette cérémonie d'indemnisation, ce sont 108 personnes qui se sont vues remettre des chèques. 150 000 francs pour chaque blessé et 1 million pour chaque ayant droit de 99 personnes qui ont trouvé la mort. Priscilla a perdu son homme en 2010 à Diokwe. Pour elle, ce chèque est l'équivalent d'une bouffée d'oxygène. J'ai été émue de recevoir le chèque parce que c'est gentil de la part du président, mais ce n'est pas aussi facile qu'une jeune fille comme moi ait en charge un enfant. C'est un peu douloureux de voir chaque jour l'enfant sans père. Thio Kader est étudiant. Il a lui aussi perdu son frère dans la crise post-électorale de 2010-2011. C'est bon, mais tu sais, l'homme n'a pas de prix. L'homme n'a pas de prix. Tout ça, c'est des manières pour nous soulager. Sinon, l'homme, il ne reviendra plus jamais. C'est 1 million au moins. Bon. Ça pourrait aussi nous aider au moins la famille aussi à faire quelque chose avec. Pour cette première phase d'indemnisation des victimes, ce sont 3500 personnes décédées et 1000 blessés qui ont été à ce jour pris en compte. L'opération s'achève pour la première phase. Il reste vraiment des cas résiduels, c'est-à-dire des personnes pour qui les familles ne sont pas tombées d'accord sur l'ayant droit qui doit recevoir le chèque au nom de la famille, ou bien des personnes que nous n'avons pas retrouvées, parce qu'il y a des personnes qui sont considérées comme des ayants droit, mais qu'on continue de chercher. La grande phase d'indemnisation des victimes devrait bientôt commencer. Elle prendra en compte ceux qui ont perdu des biens matériels, en plus des blessés et des ayants droit de victimes décédées. Un reportage signé Herman Guivet. La Fondation Solidarité pour tous poursuit son programme d'aide et de partage au profit des personnes démunies et des structures sociales d'accueil. Récemment, c'est la commune de Yopougon que la Fondation a étendu, donc à la commune de Yopougon, qu'elle a étendu son action sociale. On retrouve Thomas Guessambi pour ce reportage. La pouponnière de Yopougon-Atier, centre d'accueil des orphelins, enfants en situation de vulnérabilité et de handicap. C'est ici que la Fondation Solidarité pour tous, conduite par sa présidente Fatima Solange Mapri, commence son action sociale teintée de communion et de partage dans la plus grande commune du district d'Abidjan. Par-delà les mots, ce sont des lots d'équipements que la Fondation offre à un établissement qui en avait grand besoin. Devant le geste, la directrice du centre et la représentante de la ministre en charge de la protection de l'enfant n'ont que des mots de gratitude. Dans la même dynamique, autre lieu visité par la Fondation et ses partenaires, l'école ivoirienne des sourds, le seul établissement pour malentendants et muets dont dispose le pays. L'état des installations montre bien les besoins du centre. Et c'est dans ce décor que Solidarité pour tous fait don de matériel en vivre et en non-vivre pour atténuer un tant soit peu l'ampleur du besoin. Dernière étape de cette caravane de charité, l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Confronté lui aussi à de nombreuses difficultés qui plombent son fonctionnement, la délégation de Fatima Solange Mapri ne le visite pas seulement qu'avec de belles paroles, mais aussi avec de quoi aider les pensionnaires et leurs encadreurs. Dans tout cet élan de partage, la présidente de Solidarité pour tous s'est voulu l'avocat des structures visitées, en demandant aux ONG et à bien d'autres bonnes volontés de lui emboîter le pas.
Elles étaient à l'honneur hier 3 décembre. Elles, ce sont les personnes vivant avec un handicap. S'il n'est souvent pas aisé pour ces personnes de s'insérer dans le tissu social, eh bien, pas question pour elles, en tout cas, de se laisser aller au découragement. Bien d'entre elles ont réussi à briser la barrière du handicap, pour se faire une place donc dans la société. Konaté Moussa a rencontré ces personnes. C'était à l'occasion hier, je vous le disais tantôt, de la Journée internationale des personnes handicapées. Il n'entend pas le bruit de son rabot, mais ne perd pas le contrôle pour redresser cette planche. Dao souffre de surdité. Il doit son épanouissement à ce métier de menuisier. C'est quelqu'un qui est beaucoup intelligent. Quand quelqu'un veut un modèle, on donne les catalogues, il choisit le modèle qu'il a besoin. Bon, lui-même, il arrive à faire ses gabarits, sortir les dessins, aller à la machine, faire les achats, les bois, tout, puis il vient faire le montage et ça sort parfaitement. Dans cet atelier, ils sont au nombre de 5. Tous des sourds venus apprendre la menuiserie. Des personnes qui brisent la barrière de leur handicap pour se faire une place dans la société. Plusieurs y sont parvenus en exerçant des activités. Avec les amis que j'avais, il y a un parmi eux qui, lui, s'est déjà lancé à cette activité et qui me faisait découvrir que c'était une activité qui donnait vraiment à manger et qui pouvait même permettre à quelqu'un, s'il était bien organisé, de pouvoir résoudre des problèmes. Très important, faire même, c'est se réaliser même. J'ai commencé avec une table. Aujourd'hui, vous venez, vous voyez, c'est une caisse, on peut même ranger les choses à l'intérieur. En fait, souvent, j'oublie que je suis handicapé parce que sur le terrain, je croise ce qu'on appelle entre griffes valides. On lutte les t-shirts ensemble. Mon handicap ne m'a jamais empêché de faire ce que je veux. Je vois des gens encore plus handicapés que moi qui font peut-être des trucs un peu plus difficiles que moi. Donc, à mon niveau, il n'y a pas de souci, Je fais tout pour m'accrocher en fait. Voilà, parce que si je veux m'apitoyer sur ce sort-là, vraiment on va être toujours colonisé par les autres, alors que ça, c'est un truc que je vais enlever dans mon esprit. Le secteur informel semble être le domaine de prédilection des personnes en situation de handicap. Même si le débat sur la stigmatisation n'est plus d'actualité, elles sont le plus souvent seules face à leur destin. C'est le cas de Germaine, personne de petite taille, retranchée ici à Blocos dans la commune de Cocody. Elle est tresseuse. Je tressais pour les gens dans les salons de coiffure et j'ai arrêté. Et je suis restée à la maison, me débrouiller à la maison jusqu'à ce que je puisse avoir un peu d'argent pour faire mon conteneur, acheter mon congélateur et un peu de mèche. Je me suis installée. Malgré mon handicap, ça ne m'empêche rien. Je suis fière d'être ce que je suis. Il y a des gens, même par curiosité, viennent voir comment je suis et puis ils acceptent de venir s'asseoir, puis je les tresse. En tout cas, je m'en sors bien. C'est de ça que je nourris ma fille, ma famille. En Côte d'Ivoire, les initiatives pour le bien-être des personnes handicapées sont légion. 300 d'entre elles sont aujourd'hui dans les administrations publiques. On note aussi l'octroi d'un véhicule de liaison et la hausse de la subvention de l'État. Des actions pour renforcer les motivations de ces personnes déjà fragilisées qui ont aussi leurs compétences à faire valoir. Voilà, le handicap n'est donc pas une fatalité et ces personnes l'auront bien compris. Les tout-petits n'étaient pas en marge de la célébration. Environ 200 enfants en situation de handicap intellectuel ont participé à la cérémonie organisée en leur honneur au complexe socio-éducatif spécialisé d'Abidjan. C'est ce que nous disent David Soyo et Malika Koulibaly. Un défilé d'environ 200 enfants de 3 à 15 ans brandissant des pancartes. Ces gamins, ce sont les enfants en situation de handicap intellectuel. Occasion pour eux de s'affirmer aux yeux du monde qu'ils sont capables de produire des œuvres artistiques comme les autres enfants. On va commencer par laver. Après, j'ai relavé encore. Et oui, et puis après, la maîtresse Binta a mis la peinture dans la bolle. D'accord. Et on a mis le sable dedans pour bien étaler. D'accord. Après, j'ai laissé chercher. C'est chaud. Et après, j'ai mis dans la bouteille.
promouvoir les droits des enfants en situation de handicap intellectuel et changer le regard de la société vis-à-vis d'eux sont entre autres l'objectif de la plateforme des centres d'éducation spécialisés, en abrégé CES du district d'Abidjan. Nous faisons la sensibilisation en ce jour pour permettre à la population de connaître, parce que quand on comprend et qu'on connaît, on a plus d'ouverture par rapport à certains phénomènes, pour que ces enfants soient mieux compris et mieux acceptés et puissent participer pleinement à la vie de la société ivoirienne. Une manifestation placée sous le thème « La conscientisation des populations en faveur des enfants en situation de handicap intellectuel ». Tout au long de la cérémonie, les enfants ont fait montre de leur talent dans divers domaines musicaux. Jean-Jacques Konadje, lauréat du prix d'excellence Gotha Noir de la recherche scientifique. Jean-Jacques Konadje est sacré meilleur chercheur afro-caribéen. Il est le premier Ivoirien à recevoir cette distinction. On l'évoque avec Abou Sanogo. Jean-Jacques Konadje est le premier chercheur ivoirien à recevoir ce prix d'excellence Gotha Noir de la recherche scientifique. Et cette distinction lui a été attribuée en sa qualité de meilleur chercheur afro-caribéen de toute l'Europe. Au-delà de la fierté nationale, c'est donc à tout le continent africain que cet Ivoirien vient de faire honneur en décrochant ce prix. Mais avant qu'il ne reçoive cette grande distinction internationale pour la qualité et la contribution de ses recherches scientifiques à la compréhension des grandes problématiques dans le domaine des sciences sociales, Jean-Jacques Konadje a été depuis 2011 l'une des rares personnalités d'origine afro-caribéenne à figurer 3 fois de suite dans les 3 éditions précédentes du livre de référence Le Gotha Noir de France, Combattre les préjugés par l'exemple. Les chercheurs qui trouvent, il y en a partout. Il appartient au continent africain de faire la promotion de ses propres compétences, de ses propres talents dans ce domaine. Lors de cette soirée de distinction, outre Jean-Jacques Konadje, d'autres personnalités ont reçu aussi des prix d'excellence dans différentes catégories. La 5e édition du prestigieux concours international des meilleurs architectes de développement durable a été lancée ici même à Abidjan. On en parle avec Serge Koléa. 1 milliard de francs CFA en jeu. 2 millions de dollars, soit environ 1 milliard de francs CFA pour récompenser les lauréats de la 5e édition du concours international des meilleurs architectes de développement durable. Aujourd'hui, nous le lançons en Côte d'Ivoire pour inviter des architectes, des constructeurs ivoiriens à participer à ce prix, à partager leurs innovations et, si possible, à gagner. Architecte de renom originaire du Burkina Faso, Francis Kéré a remporté l'édition 2012. Il est venu partager en Côte d'Ivoire son expérience basée sur des concepts durables, alliant matériaux locaux et originalité architecturale. Mettre toutes les idées qui sont bénéfiques au développement durable pour créer une structure. Comment, par exemple, dans un pays où il fait très chaud et qui fait partie des plus pauvres, comment essayer de créer un bâtiment qui crée sa propre climatisation, un bâtiment qui respire. Ce sont ces idées-là que j'ai essayé de porter sur papier, qui ont valu ce prix international-là, qui est pas, c'est pas un jeu, ça fait 300 000 $ pour tout jeune designer qui est désorienté, qui ne sait pas que son talent peut découvrir une admiration internationale. Je crois que c'est la chance de se remettre et dire que non, je ne veux pas attendre de finir pour espérer construire un jour des gratte-ciel. On peut commencer petit et sortir grand. Cette compétition est ouverte aux architectes, planificateurs, ingénieurs, étudiants des disciplines connexes, détenteurs de projets, constructeurs et entreprises de construction. Et la page culture de ce journal est consacrée au cinéma, la critique de cinéma, la clé pour mieux comprendre le 7e art. On en parle avec Franck Quadio. Avec quoi je vais nourrir mon cheval et ma famille? Borom Saret, premier cinéfilm du romancier réalisateur sénégalais Sambène Ousmane, passé au crible par des journalistes culturels. Outiller ces derniers au rouage de la critique cinématographique, c'est le sens de cet atelier de 4 jours, initié depuis le lundi 28 novembre par l'association Grand Écran. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le cinéma c'est un langage. Quand on regarde un film, les images ne s'enchaînent pas parce qu'il faut s'enchaîner. Elles s'enchaînent sur un note bien précis. Non, nous, l'objectif c'est de nous permettre justement de regarder le film au-delà du regard du simple spectateur.
Une dizaine de journalistes de tous médias formés à l'écriture et au langage filmique, au vocabulaire de la critique, à l'histoire du cinéma et aux différents genres. Un bon critique de cinéma, c'est celui qui sait faire la distinction entre le film de qualité et le film ordinaire. Des journalistes mieux armés pour aborder les questions de fond et contribuer à l'évolution du cinéma ivoirien, du pain béni pour la tutelle. Et avec ce séminaire, les journalistes vont apprendre à avoir les outils pour mieux comprendre, mieux lire et mieux critiquer les films. Analyse filmique et caractéristiques du scénario entre autres, les participants disent vouloir capitaliser leurs acquis. Les clés pour lire et comprendre un film, thème de cette formation qui sûrement en appellera d'autres. L'idée pour les journalistes de jouer leur partition pour le développement du cinéma africain et favoriser une meilleure interprétation du 7e art pour le plus grand nombre. Hors de chez nous, les Italiens disent non à la réforme de Matteo Renzi. C'est ce qui ressort des urnes après le référendum de ce dimanche en Italie. Et selon les résultats partiels, le non l'emporte largement. Reste pas. Le chef du gouvernement se prononce ce soir sur la question. Matteo Renzi, vous en souvenez certainement, avait promis rendre sa démission si le non l'emportait. Alexander Van der Bellen est le nouveau président de l'Autriche. L'écologiste de 72 ans l'a emporté sur son rival Norbert Hofer avec plus de 53% des voix à la présidentielle. À présent, un petit tour dans le reste du monde, à commencer par le Brésil qui continue de pleurer ses morts. Lundi soir, en Colombie, un avion s'est écrasé. À son bord, 81 personnes, parmi lesquelles une équipe brésilienne de football qui s'apprêtait à disputer la finale de la Copa Sudamericana. Un deuil national de 3 jours a été décrété au Brésil. Le monde du football et des stars mondiales se sont associés au Brésil. En Haïti, Jovenel Moïse a été déclaré mardi vainqueur de la présidentielle par le Conseil électoral provisoire avec 55,67% des voix. L'opposition qui avait obtenu l'annulation des voix lors de la dernière élection présidentielle qui donnait la victoire à Jovenel Moïse conteste encore ses résultats dans la rue. Le Congrès colombien a finalement ratifié l'accord de paix avec la guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie. Mercredi, 130 députés présents sur les 166 ont voté à l'unanimité en faveur de ce texte renégocié pour y inclure des propositions de l'opposition après son rejet par référendum le 2 octobre. François Hollande, pas candidat à sa propre succession. Jeudi, dans une allocution surprise, le président français a annoncé qu'il renonçait à briguer un second mandat. Il devient ainsi le premier président de la Ve République à se contenter d'un seul mandat. Sa décision ouvre la voie à des primaires très disputées à gauche. Fin de règne pour Yahya Jammeh en Gambie. Arrivé au pouvoir par un coup d'État, le président sortant vient d'être renversé par les urnes. Vendredi, Adama Barrow, candidat d'une coalition d'opposition, a été déclaré vainqueur du scrutin. La Gambie tourne ainsi la page Yahya Jammeh qui aura duré 22 ans. La vedette du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, et l'entraîneur de Manchester United, José Mourinho, pris au cœur d'un vaste scandale d'évasion fiscale. Samedi, Mediapart a dévoilé un nouveau scandale financier dans lequel seraient impliqués plusieurs grands noms du football. Ils auraient tous dissimulé des millions d'euros dans des paradis fiscaux. Un dernier hommage a été rendu ce dimanche au père de la révolution cubaine, Fidel Castro, en présence de certains chefs d'État, de gouvernement et de délégations étrangères. Sur la place de la révolution noire de monde, les Cubains, avec drapeaux et affiches de Fidel Castro, ont manifesté leur attachement à leur leader Máximo. Les cendres de l'ex-président cubain ont été acheminées au cimetière de Santiago. Voilà, on faisait le point de l'actualité de la semaine avec Sidonie Davila. Merci de nous avoir suivis.